Bonjour, bonjour à tous. Alors Maëva, est-ce que tu es connectée? Je suis là. Bonjour à Bonjour tous. Maëva, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Je vous remercie donc pour votre participation. Vous êtes encore nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire. Donc je suis Adeline, je suis assistante commerciale et je suis votre interlocutrice pour le suivi professionnel. Donc c'est avec moi que vous pouvez prendre rendez-vous, demander de la documentation et puis avoir des conseils sur votre compte pro. Donc, je suis ravie d'accueillir Maëva Men aujourd'hui. Donc, Maëva qui est naturopathe, iridologue certifiée Omnes et formatrice. Donc, elle va nous parler aujourd'hui de l'accompagnement du sportif. Donc, premièrement, le besoin du sportif, donc l'énergie. Ensuite, surmonter les obstacles du sportif. Et puis, l'accompagnement naturopathique qui se fait pour le sportif. Donc la présentation de Maëva va durer environ 1 heure 15. Et puis ensuite, vous aurez 15 à 30 minutes de questions. Donc ces questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q et R. Donc Maëva y répondra à la fin du webinaire. Si elle n'a pas le temps, évidemment, toutes les questions seront traitées ultérieurement par mail. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui vous est présenté par le laboratoire Lorica. Donc, je vais vous partager mon écran. Nous sommes un laboratoire de micronutrition français créé il y a un peu plus de 30 ans par Henri de Roissard. Donc, nous avons 9 gammes de produits adaptés aux besoins de toute la famille. Nous avons un savoir-faire maîtrisé de A à Z et puis nous avons plusieurs engagements qualité. Donc, le fondateur, c'est Henri de Roissard, qui est un ingénieur en biochimie et en microbiologie. Donc, il a fait plusieurs dizaines d'années de recherche et il a édité un ouvrage en 2 tomes sur les bactéries lactiques. Il a également édité un acte de 3 congrès scientifiques. Donc, les valeurs du laboratoire Lorica. Donc, nous voulons construire une relation de confiance et de proximité avec nos prescripteurs et nos clients. Nous assurons une biodisponibilité optimale et une qualité des ingrédients de nos produits. Nous élaborons des formules complètes avec des principes actifs et des cofacteurs pour une rééducation physiologique de l'organisme. Et tout ça va provoquer des réactions en cascade qui agiront sur l'ensemble des mécanismes impliqués dans le résultat. Donc, nous avons plusieurs engagements qualité, donc notamment le Clean Label, donc qui est un engagement de qualité pour les consommateurs. Et nous nous efforçons d'avoir les produits les plus naturels et sans excipients controversés. Et donc à ça s'ajoutent les engagements qualité, donc sans OGM, non irradiés, sans stéarate de magnésium. Et voilà, je vous laisse découvrir le reste des labels. Donc nous avons des produits le plus naturels possible et c'est très très important pour nous. Ensuite, les gammes Lorica. Donc, nous avons la gamme digestion microbiote, capital ostéo-articulaire, énergie vitalité, stress et sommeil, immunité, beauté, mémoire et vision, équilibre cardiovasculaire et urinaire. Donc, vous pouvez trouver ici les informations, donc mon numéro de téléphone si vous souhaitez me contacter, le mail, et puis le site du laboratoire Lorica. Voilà, vous trouverez tous nos produits. Et puis un espace pro depuis le milieu d'année, donc dédié aux professionnels de la santé qui travaillent avec nous ou qui pourront être amenés à travailler avec nous. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Et puis, Maëva, je te laisse la parole. Ok, ça marche. Alors, je vais partager moi-même mon écran aussi. Et bonjour à nouveau, en tout cas pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Moi, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver encore. Là, je vois qu'il y a des noms que je connais. Je suis très contente de votre présence. Donc, on va passer une bonne heure ensemble autour de l'accompagnement du sportif. Donc là encore, va falloir s'accrocher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Évidemment, ce sera difficile de tout dire en une heure et demie. Donc, l'idée, ça va être vraiment d'avoir des pistes d'accompagnement pour les problématiques qu'on va retrouver, nous, en consultation de micronutrition et de naturopathie.
Donc, le menu du jour, le voici. L'idée, ça va être de replacer le sportif dans son contexte. On va voir où trouver son énergie et puis surtout comment l'optimiser. Et puis, la plus grosse partie, ça va être vraiment dédié aux obstacles que le sportif va devoir surmonter. Donc, ça va vraiment être le point le plus important de notre approche en naturo. Alors, généralement, en fait, avec les sportifs, on fait face à deux types de demandes. Soit il y a un déséquilibre qui est déjà présent et à ce moment-là, on va venir nous voir pour des blessures récurrentes, pour une fatigue chronique, pour des infections respiratoires à répétition ou bien pour des problèmes digestifs. Soit finalement, dans l'ensemble, tout va bien et on vient nous voir parce qu'il y a une volonté d'améliorer la performance. Et quoi qu'il en soit, peu importe le motif en fait, hein, et c'est valable pour tous nos consultants et c'est aussi valable pour le sportif, la réponse doit toujours être individualisée. Donc ça va être important d'informer qu'on n'est pas forcément dans la recherche de la performance au détriment de la santé, mais vraiment dans la recherche de l'optimisation de la santé. Et finalement, c'est ce qui va apporter d'ailleurs de meilleures performances. Mais on n'a pas de recette toute faite, même en matière de sport et comme pour toute autre problématique ou motif, en tout cas, qu'on serait amené à rencontrer. Alors, le mouvement, est-ce que c'est la vie? Parce que souvent on dit ça, le mouvement, c'est la vie. Oui, un peu, on va voir, parce qu'évidemment, le sport a de nombreux bienfaits, en tout cas lorsque l'activité est bien menée. Donc déjà au niveau psycho-émotionnel, forcément, puisqu'il va permettre une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion des émotions aussi, avec des impacts au niveau de la sérotonine, des endorphines, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Il améliore aussi la confiance en soi, voire parfois même la prise de conscience de son corps, hein, quand on se dit on a découvert certains muscles. C'est vraiment le cas. Et puis, ce qui est plus surprenant, c'est aussi au niveau cognitif, c'est-à-dire que pour diverses raisons, on va pouvoir observer une amélioration des facultés mentales. Il y a même un épaississement, hein, du cortex qu'on a pu mesurer, du coup, avec des nouvelles connexions neuronales, mais aussi un renforcement des connexions existantes. Alors, j'ai envie de dire, tant qu'on ne se prend pas de choc dans la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Au niveau de l'immunité, on va avoir une différenciation améliorée, on pourrait dire ça comme ça, des globules blancs et forcément une mise en mouvement de toutes les humeurs et donc des cellules immunitaires et donc des toxines, ce qui va aussi favoriser l'épuration du milieu humoral et puis à distance, tout ce qui est en lien avec la détox et le transit. Au niveau métabolique, avec l'effort, on va aussi avoir une meilleure utilisation des sucres et des graisses. C'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle du poids, de prévenir le diabète, le cholestérol, l'obésité, tout ce qui est en lien avec ce syndrome métabolique. Et puis au niveau du système locomoteur, à ce moment-là, on va aussi avoir une adaptation qui permet de renforcer le système ostéo-articulaire, puisqu'on va venir exercer des contraintes à ce niveau par l'intermédiaire des muscles sollicités. Et c'est ce qui va pouvoir renforcer tout l'aspect ligamentaire, tendineux, ostéo-articulaire. Et puis, on a aussi mis en lumière, l'activité comme ayant une place importante dans la lutte contre certains cancers, que ce soit aussi bien dans l'aspect préventif que dans l'aspect curatif. Mais on va dire qu'il y a ces deux côtés d'une même médaille, il y a aussi des risques, en tout cas quand l'activité est menée de manière inadaptée, en termes de stress chronique, de dépression, et c'est d'ailleurs souvent à mettre en lien avec une attente digestive, mais aussi avec les blessures. On va en parler, parce que quand le sportif est blessé, il ne peut plus aller chercher l'endorphine dont son bien-être dépend. Il peut y avoir aussi un petit côté addictif à ce niveau. On peut avoir un isolement social quand l'activité physique ou quand l'hygiène de vie autour de ça est, entre guillemets, très dans le contrôle. Ça peut favoriser l'isolement. Des problématiques d'inflammation ou d'immunodépression en cas de surentraînement. Alors ça, c'est pareil, on va voir tout à l'heure et qu'au final, tout est question de dosage. Et puis pour les troubles articulaires, un petit mot là-dessus. Il y a quand même plus d'arthrose chez le sédentaire, il faut le savoir, parce que justement, on vient renforcer par l'exercice physique le système osteoarticulaire. Par contre, c'est problématique quand on vient augmenter la charge et quand la destruction est supérieure à la réparation. Alors, l'activité physique, quand elle est bien menée, elle va entretenir nos différents systèmes, c'est super, mais nos différents systèmes vont aussi conditionner notre capacité à l'effort. Donc, ça va être très important d'aller checker, d'aller vérifier
tous ces systèmes dans notre questionnaire. En fait, j'aurais même pu intituler cette slide Anamnèse de la performance. On va pas passer en revue tous les systèmes et les questions qu'on pourrait poser pour voir justement ces liens entre activité physique et les différents systèmes, parce que sinon, je vais vous garder trop longtemps. Si besoin, on pourra y revenir tout à l'heure, mais voilà, ça permet d'avoir déjà une idée des questions qu'on peut poser et des systèmes qui nous intéressent pour améliorer la performance et le bien-être physique du sportif. Les facteurs de la condition physique, alors ils sont multiples. On a l'endurance, la vitesse, la force, la souplesse et la coordination. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent, le sportif va chercher à alimenter un seul de ces facteurs au détriment des autres. Donc pour nous, en naturopathie, ça n'a pas de sens pour plusieurs raisons, hein, parce que, par exemple, on va souvent opposer la force et l'endurance, ou même la force et la souplesse. Et pour autant, il est quand même bon de se rappeler que chaque sport, chaque effort, quel qu'il soit, est une combinaison, à différents degrés bien sûr, mais c'est une combinaison des différentes capacités physiques qui existent. Ainsi, la force, c'est la capacité de produire une forte tension musculaire. L'endurance, ça va être la capacité de maintenir un effort dans le temps. Donc, il n'existe absolument aucune pratique sportive où une combinaison des deux n'est pas requise, en tout cas pour exceller. Donc, vraiment, justement, quand on est à la recherche de cette performance. Et puis, on n'a pas tous les mêmes prédispositions, hein, en fonction de notre constitution. On va avoir plus de facilité pour l'un ou l'autre de ces facteurs. Le carbonique, par exemple, aura une prédisposition plus affirmée pour les efforts de force, le fluorique pour la souplesse. En parler rapidement aussi. Donc, l'idéal pour nous, en tout cas en naturopathie, c'est vraiment d'avoir une pratique sportive équilibrée qui revient à s'améliorer là où on est aussi le plus vulnérable. Donc, finalement, on pourrait dire que la réussite sportive, elle va reposer sur trois facteurs. On va avoir d'un côté les aptitudes innées, les aptitudes acquises qui sont liées à l'entraînement. À l'entraînement. C'est pour ça qu'en s'entraînant, on peut finalement devenir meilleur que quelqu'un qui naît avec du talent, mais qui ne s'en sert pas, qui ne va pas creuser à ce niveau-là. Et on peut même rajouter donc un troisième facteur qui va être l'aptitude à s'adapter aussi, et à s'adapter aux différentes contraintes, même les contraintes extra-sportives, c'est-à-dire les situations stressantes, ce qu'on peut retrouver dans comment dire, dans l'activité physique elle-même, en altitude, sous la chaleur, les décalages horaires, etc. Alors là, très très rapidement, hein, les aptitudes justement selon notre constitution, en fait, ce sont quelques exemples qui vont venir illustrer nos grilles de lecture. Évidemment, ça à prendre avec beaucoup de recul. C'est toujours à mettre dans le cadre d'une démarche qui est individualisée. Ici, ça reste des traits généraux en fonction de ces grilles de lecture. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça indique tout de même que chaque individu va avoir des besoins qui lui sont propres. On ne fait pas de programme standard. Les besoins d'un milieu neuroarthritique, respiratoire, lymphatique, fibrillaire du groupe A, par exemple, ne vont pas être les mêmes qu'un sanguinopléthorique, sanguin, digestif, hématogène pigmentaire groupe O. Le premier, on va plutôt axer sur la gestion de l'acidité, sur la gestion de l'énergie nerveuse, des émotions. Et puis pour le second, on va peut-être plus prioriser au niveau de l'élimination, des surcharges, du soutien des glandes digestives, voire même des glandes endocrines. Et de la même manière, au niveau de l'alimentation, pour faire dans les grandes lignes, on peut aussi avoir des conseils qui vont s'adapter justement à ces différents types de profils. Pour le sanguinopléthorique, on va plutôt axer protéines parce qu'il va avoir des capacités pour les sports de force ou de résistance, et puis une prise plus facile de graisse corporelle. Il a des fibres musculaires qui vont être un petit peu plus explosives et moins résistantes dans la durée. Donc, pas assez de protéines chez lui, on va avoir un mauvais entretien des fibres musculaires, et au contraire, trop de glucides, on va avoir un stockage des graisses. Pour le neuroarthritique, là, on va plutôt axer sur les glucides. Est-ce qu'ils sont suffisants dans l'assiette? Parce que c'est une personne qui va avoir des prédispositions souvent pour le sport d'endurance et donc un métabolisme aussi qui est adapté à ça. Dans son cas, les fibres musculaires sont plus endurantes, elles sont très résistantes à la fatigue, donc pas assez de glucides. On risque d'encourager une hypoglycémie à l'effort qui va favoriser le stress oxydatif. Et ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Et puis, s'il y a trop de protéines dans son cas, ça favorise l'acidification. Donc,
même en dehors des profils, en fait, ce qui peut être intéressant aussi à retenir, c'est qu'en fonction des sports et de l'activité physique qu'on va avoir, on n'aura pas la même assiette. Un sprinter n'aura pas forcément la même assiette que un haltérophile, par exemple. Voilà, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins énergétiques. Alors justement, je devance un petit peu. Le besoin du sportif, l'énergie. Alors, où est-ce qu'on va la trouver? On va en tout cas axer la présentation sur l'alimentation, sur le repos et le sommeil. Alors, on va quand même éviter de faire les deux en même temps, comme sur l'image. Et je trouvais que c'était assez parlant pour présenter cette petite partie. Alors là, c'est un rappel rapide, parce qu'en fait, juste pour que vous ayez bien en tête qu'il existe deux manières de fabriquer l'énergie nécessaire à la pratique sportive. On va avoir une filière anaérobie, où les réactions chimiques se font sans oxygène, et une filière aérobie qui utilise l'oxygène. Donc, dans la filière anaérobie, on va avoir encore une fois deux chemins possibles, deux voies possibles. On va avoir une voie anaérobie alactique, c'est-à-dire qu'elle se fait sans oxygène et sans acide lactique, mais on va venir puiser dans les réserves d'ATP qui sont déjà là. C'est pour ça que c'est valable pour des efforts très courts, de moins de 20 secondes, donc type haltérophilie, le sprint, le lancer, par exemple. Dans cette filière, on va venir hydrolyser un élément qui s'appelle la phosphocréatine. Donc, on va obtenir un phosphate et de la créatine. Et à ce moment-là, on va avoir une énergie explosive, mais qui va s'épuiser très vite. Pour la filière anaérobie lactique, donc on n'utilise pas l'oxygène, mais là on utilise l'acide lactique. Ça va être valable pour les efforts de environ 30 secondes à 2 minutes à peu près, un petit peu plus. Donc ça va être valable pour les 400 mètres, les 800 mètres, le ski alpin par exemple. Et donc là, l'idée, ça va être justement d'utiliser l'acide lactique qui va être produit euh, par la combustion des réserves de glycogène. Et cette utilisation-là d'énergie va générer des ions hydrogène, ce qui va acidifier le milieu. Donc on peut avoir dans ces cas-là une contre-performance par acidose. Donc vous voyez qu'en fonction des sports, on n'aura pas forcément la même perception des choses ni le même accompagnement. Et puis enfin, la filière aérobie, donc qui utilise l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène va venir oxyder les sucres pour fabriquer l'ATP. Là, ça va être pour des efforts de plus longue durée, type marche, natation, randonnée, marche nordique, l'endurance, la course à pied, etc., les triathlons et tout ça. Euh, En fait, c'est plus long parce que ça va laisser le temps au système cardio-respiratoire d'acheminer l'oxygène jusqu'aux cellules qui peuvent alors l'utiliser pour produire de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme cette voie utilise l'oxygène, elle est fer dépendante. Donc, on va devoir faire attention au déficit, voire même aux carences en fer, notamment chez la sportive. On va y revenir légèrement aussi là-dessus. En ce qui concerne la nutrition du sportif, alors dans ce domaine, en fait, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes tendances qu'on voit passer dans le monde de la nutrition et de la diététique, c'est-à-dire que beaucoup d'athlètes se posent des questions et partent dans des modes alimentaires divers et variés, le véganisme, le cétogène, le paléo, le jeûne intermittent, etc. Mais il y a quand même des difficultés particulières qui se posent aux sportifs ou à l'accompagnement du sportif, en tout cas en termes de nutrition, avec parfois des mythes qui ne sont pas toujours faciles à déconstruire. Alors de manière très 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 schématique, vous allez pouvoir rencontrer deux types de profils. Tout le monde ne rentre pas forcément dans ces deux cases-là. Je caricature beaucoup. On peut avoir des sportifs qui disent ouais, je m'en fous de ce que je mange, de toute façon je fais du sport, donc voilà, il y a pas, ça glisse sur moi. Et d'autres, par contre, qui vont avoir un comportement très autorexique, qui vont peser leurs aliments, qui vont même parfois avoir des régimes restrictifs, etc. Et avec un facteur de stress aussi important. L'idéal se trouve peut-être entre les deux. Donc ça va être pour ce qu'on met dans l'assiette, mais il va aussi falloir prendre en compte ce qui se passe au niveau de l'assimilation, par exemple. En fait, on trouve parfois dans des bouquins sur l'alimentation du sportif des théories qui en réalité sont difficilement applicables et qui ne vont pas adopter l'aspect énergétique. euh, réel de la ration. C'est-à-dire qu'on va juste avoir l'aspect calorique. On ne pense pas aux micronutriments, on ne pense pas à la bonne assimilation ni à l'utilisation par le corps de ces nutriments, et encore moins aux adaptations épigénétiques que l'alimentation aussi peut apporter.
Donc, on estime, alors cette slide, je crois que c'est, pour être honnête, c'est celle que j'aime le moins de toute la présentation parce que c'est très carré et que justement, ça ne prend pas en compte, à mon sens, les besoins individuels. Mais je sais aussi qu'on a besoin de pouvoir un petit peu cibler et structurer justement sa pensée. C'est pour ça qu'elle est là. Donc, en tout cas, on estime que les besoins nutritionnels du sportif, sans prendre en compte ni l'individualité, ni le sport, ni rien, ça va être pour les protéines, entre 1 à 1,6 g par kilo de poids corporel et par jour. Les protéines elles vont être hyper importantes parce qu'elles vont servir aussi bien à la construction qu'au renouvellement des tissus, à la fabrication des hormones, à la fabrication des enzymes aussi, qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Donc on parle souvent des protéines dans le sport, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas seules. Et que par exemple, si on n'a pas suffisamment de glucides, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser certains acides aminés dans les voies de la néoglucogénèse, ce qui va contribuer à rendre moins disponibles ces acides aminés, comme la tyrosine, par exemple, qui va être le précurseur des catécholamines. Et puis, on peut avoir d'autres facteurs limitants. Si on ne digère pas les protéines, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et souvent, le facteur limitant chez le sportif, c'est le système digestif. Ça peut commencer à l'intestin ou bien au niveau de l'estomac. Donc là, on va voir voilà, est-ce qu'il y a des reflux, est-ce qu'il y a des rots, de l'aérophagie, des lourdeurs, est-ce qu'il pense bien à mâcher, qu'en est-il du stress, etc. Et là, on revient justement à notre anamnèse dont j'ai parlé très rapidement en début de présentation. Alors, pour les lipides, on estime qu'ils doivent être mesurés entre 1 et 1,2 g par kilo de poids corporel et par jour. Ceci dit, parler d'un apport quotidien, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut surtout tenir compte des différentes familles d'acides gras. Donc, on va, comme d'habitude, éviter les graisses saturées, les graisses trans. On va favoriser les graisses insaturées, et notamment les oméga 3 et les oméga 9, en tout cas si les oméga 6 sont en suffisance, puisque les lipides, ils vont avoir une importance fondamentale pour tout un tas de choses, pour la bonne structure, la fonctionnalité des membranes cellulaires, des membranes mitochondriales aussi, et en plus, ils vont constituer des réserves de triglycérides au niveau musculaire. Donc, c'est hyper important chez le sportif pour tout ce que je vous ai dit, les triglycérides, la qualité des membranes, des mitochondries, etc. Donc, on va vraiment faire attention à certains groupes de sportifs qui mettent complètement de côté ces nutriments. Alors là, je pense à certains gymnastes, à certains sprinteurs, aux cyclistes aussi parfois. Il faut savoir que même les rugbyman, quand même, ont des carences en acides gras. Alors que, bon, ce n'est pas forcément la population qui semblerait prédisposée pour ce type de carence. En tout cas, les signes qu'on peut avoir, nous, et qui peuvent nous mettre un petit peu la puce à l'oreille, ça va être la peau sèche, les problèmes de mémoire, bien sûr d'inflammation chronique, toutes ces choses qu'on connaît déjà. Et puis les glucides, alors idéalement autour de 6 grammes, on va dire entre allez, 3 et 9 grammes, dépendant aussi de l'activité, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on manque de glucides, en tout cas de manière chronique, donc on entre en cétose, c'est le principe du régime cétogène. Or, finalement, il semblerait que ça reste quand même contre-productif. Donc, il y a des études qui ont été menées à ce sujet. Je crois que je vous les ai mises en fin de diapo. Vous aurez toutes les diapos, de toute façon, le replay et la présentation ensuite. Et c'est vrai qu'en fait, on va aussi s'acidifier dans ce cas-là. Donc, on va plus éliminer le magnésium, le potassium et le calcium par les urines. Ça peut entraîner plusieurs déséquilibres, aussi bien au niveau nerveux qu'au niveau digestif, hein, hépatique, etc., avec des risques de déminéralisation aussi. Et puis, en cas d'insuffisance de glycogène, donc qui va être la réserve un petit peu sucrée, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, on va lancer des processus épigénétiques qui favorisent la synthèse d'interleukines pro-inflammatoires. Donc, on génère de l'inflammation. Et puis, par contre, s'il y en a trop, eh ben, on génère de l'inflammation aussi, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des pics d'insuline, et plus ils sont fréquents, plus on va venir inhiber une enzyme qui s'appelle la delta-6 désaturase. Et à ce moment-là, les acides gras vont venir former des prostaglandines pro-inflammatoires, pro-agrégantes et vasoconstrictrices. Donc, on se retrouve encore une fois avec l'inflammation. En fait, c'est surtout l'effort intense qui justifie l'augmentation des glucides dans l'assiette, parce que quand un effort faible ou modéré est mis en place, on va consommer plus facilement des graisses et les réserves de glycogène restent à peu près intactes.
Et puis, c'est pas vraiment la quantité qui compte, mais surtout le moment de la prise, en tout cas en ce qui concerne les glucides. On estime vraiment que la plus-value des glucides ne se fait que dans les 6 à 8 heures qui suivent l'exercice et sur 24 heures. Donc, idéalement, en fait, en préparation de l'entraînement, il faudrait apporter 100 grammes toutes les 2 heures. Voilà. Plus, ça ne sert à rien. Il n'est pas transformé en glycogène puisqu'il y a saturation. Donc, on peut revenir à notre mythe tout à l'heure de la pasta partie. Bah, finalement, ça marche pas si bien que ça. Voilà. Puis l'indice glycémique va être hyper important aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. On a d'autres choses encore plus intéressantes à voir tout à l'heure. Et puis, normalement, ce sont des choses que vous avez à peu près en tête. L'eau aussi. Alors, un petit mot quand même sur l'eau, parce que, en fait, c'est important de conseiller un apport fréquent, de s'hydrater fréquemment parce que déjà le corps va saturer, il ne peut pas absorber plus de 250 millilitres d'un coup, toutes les demi-heures, et ça va être utile pour tout le fonctionnement de l'organisme. Et la soif, c'est un signal d'alarme, et d'autant plus chez le sportif. C'est-à-dire que la sensation de soif, le début de la sensation de soif, ça correspond déjà à une perte de 1% du poids de corps, ce qui constitue déjà une perte de 5 à 10% des capacités physiques. Et comme à l'effort, la soif survient toujours trop tard, imaginez-vous même à 2%, on passe à jusqu'à 20% de perte de performance. Donc c'est hyper important. Et puis les aliments à haute densité nutritionnelle, donc les super aliments, qui vont être aussi hyper importants pour apporter tous les micronutriments nécessaires, comme vous le voyez dans le petit schéma aussi à droite. Alors, il y a certaines données qui soulignent l'importance cruciale de l'alimentation dans le maintien d'un système immunitaire robuste chez le sportif. Par exemple, un déficit en protéines peut entraîner des impacts sur la différenciation et la capacité de prolifération des cellules T. De plus, ça va altérer la fonction phagocytaire, ainsi que la production de compléments de cytokines. Et ces effets sont particulièrement observés chez les athlètes végétariens, végétaliens, ceux qui suivent des régimes stricts pour perdre du poids et ceux qui privilégient les glucides au détriment des protéines. Donc, tous ces chemins alimentaires choisis, en tout cas, on devrait y être vigilant justement pour rééquilibrer tout ça. Pour les déficits en micronutriments, donc évidemment, ils vont être liés à une moindre résistance aux infections. Et c'est important de noter que les besoins en fer et en zinc sont généralement accrus chez les athlètes en raison des pertes accrues par la sueur et les urines. On peut dire, alors je parlais du fer, du zinc, mais le magnésium, etc., c'est pareil. Les déficits en glucides, alors on en a déjà parlé aussi un petit peu. Et puis, j'essaye de passer vite parce que quand je vois tout le programme qu'on doit voir aujourd'hui, comme vous avez déjà quand même pas mal de petites choses sur les slides. Et puis, ah si, il y a quelque chose, je crois que je ne vous ai pas dit, c'est que la consommation de glucides pendant l'exercice, quand même, a certaines vertus. Et notamment, ça a été associé à une réduction des hormones de stress, ce qui va minimiser certaines perturbations immunologiques liées à un exercice intense et prolongé. C'est vraiment dans ces cas-là où on va avoir un bénéfice. Et puis le maintien d'une hydratation régulière, évidemment. Ça va permettre de continuer à sécréter des protéines antimicrobiennes, en plus de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, ça va prévenir la déshydratation qui va générer aussi un phénomène de stress et qui va avoir un effet immunosuppresseur. Très rapidement, on va garder nos règles générales qui restent intéressantes quand même pour la plupart des personnes que l'on rencontre. Le mode alimentaire crétois ou le régime méditerranéen, ça reste quand même une base qui est hyper intéressante. Les conseils généraux, de toute façon, qu'on va donner, ça va être toujours équilibré, varié. Pas de privation, surtout que le sportif a rarement besoin de se priver quand même sur certaines choses. Bon, ça va dépendre à quel sportif on a affaire, mais le plus souvent, on va plutôt ajouter des choses, que ce soit des antioxydants, des super aliments, justement des aliments HDN ou autres. Mais en tout cas, il y a rarement besoin de restreindre purement et durement. On ne fait pas de calcul, on se fait plaisir, on va favoriser les aliments plutôt bio, locaux, de saison, bref, tout ce que vous connaissez. Et puis, on peut avoir une attention particulière pour la chrononutrition qui respecte quand même les rythmes de l'organisme, la charge glycémique et puis un pral équilibré.
Donc, c'est pour ça que j'aime bien le régime méditerranéen parce qu'il y a vraiment une notion d'équilibre quand même qui est assez incontestable dans ce mode alimentaire. En plus, on apporte beaucoup d'antioxydants, il y a des oméga 3, il y a des protéines, etc. Donc, plutôt pas mal si on doit vraiment généraliser. Alors maintenant, on va faire un lien entre le sport et le sommeil. Donc, le corps suit un rythme circadien autour de 24 heures pendant lesquelles différents paramètres vont être modifiés, dont la température corporelle. La température corporelle, elle est à son maximum en fin de matinée et à 19 heures. Donc ça, ce sont des éléments que vous connaissez sans doute, mais ça peut être intéressant de les mettre en lien avec le sportif, parce qu'il faut savoir qu'il est plus facile de réaliser un effort quand le corps est chaud et qu'à niveau égal, les records sont battus surtout en fin de matinée. Quand même sympa de le savoir. Et puis d'ailleurs, le fait de pratiquer un sport en fin de matinée va aussi améliorer l'endormissement, puisque ça va impliquer les circuits de la sérotonine et de la mélatonine. Donc finalement, ça pourrait être le meilleur moment pour réaliser une activité physique, parce que par contre, quand on fait une activité le soir, ça peut être plus dur de s'endormir, puisque l'activité va venir réchauffer le corps, va venir stimuler la vigilance, et donc forcément, on est un petit peu aux antipodes de ce qu'on souhaite pour le sommeil. Par rapport au sommeil, pourquoi il est important pour le sportif? Alors, il est important pour tous, hein, évidemment. En gros, vraiment très schématiquement, entre 21 heures et 1 heure, on dit que l'organisme va éliminer de manière privilégiée. Entre 1 heure et 3 heures, là, ça va être plutôt la période propice à la réparation tissulaire. Donc, si cette phase de réparation ne se fait pas, il n'y a pas de récupération possible et le corps finit par se déminéraliser aussi. Et puis enfin, on va avoir une recharge plutôt neuro-hormonale qui va se dérouler juste avant le réveil. Donc, on peut aussi le mettre en lien avec l'horloge des organes qu'on retrouve en médecine chinoise, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête et vous allez comprendre dans la diapo suivante. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un déficit de sommeil peut avoir des conséquences à différents niveaux sur les performances sportives, puisqu'on va avoir une baisse du système immunitaire, notamment en diminuant l'activité de certaines cellules, dont les cellules NK. Et à ce moment-là, c'est tous les petits bobos de la saison qui reviennent. On peut avoir une aggravation de certaines pathologies préexistantes, de certains déséquilibres, comme les douleurs musculaires, les troubles digestifs fonctionnels, les migraines, etc. On peut avoir un petit peu plus d'appétence pour les aliments riches en calories vides, entre guillemets, de préférence pour le sucré, et puis aussi une diminution de la perception des sens, ce qui va entraîner un temps de réaction musculaire plus lent. Et puis on peut avoir en plus une instabilité émotionnelle et une plus grande irritabilité face aux aléas du quotidien. Donc c'est aussi moins agréable. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer justement par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, on peut avoir une désynchronisation de notre horloge interne pour tout un tas de facteurs différents que je ne vais pas développer ici. Mais en gros, on va avoir trois anomalies possibles. Soit on a une avance de phase, soit on a un retard de phase, soit on a un effondrement qui ne figure pas sur le graphique, ne le cherchez pas, mais qui pourrait se traduire par un effondrement de la courbe, en fait. Et ça, on le voit plutôt passer 40-45 ans, ou alors chez le jeune, mais qui est fortement perturbé par l'exposition aux écrans, par exemple. On le voit beaucoup chez les geeks qui jouent en ligne toute la nuit. Pour le sportif en avance de phase, ça va se traduire par un réveil qui va être souvent trop matinal, une journée qui va du coup être très éprouvante. Et en revanche, chez le sportif qui va être en retard de phase, lui, il va pouvoir connaître des problèmes, alors notamment en ce qui concerne tout ce qui est réparation, la réparation tissulaire, qui va avoir lieu souvent en début de nuit. Et puis, ça peut entraîner des difficultés de dynamisme et de performance, surtout s'il est contraint de se lever tôt le matin. Donc la mélatonine, elle joue un rôle crucial. Elle agit en tant que chronobiotique avec différentes fonctions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, si quelque chose qui ne figure pas sur la slide, c'est que la mélatonine, c'est aussi un antidouleur. Donc, justement, pour tout ce qui est lié aux blessures et aux inconforts à ce niveau-là, c'est quand même important d'avoir un cycle qui soit adapté et régulier. Et elle agit aussi en tant que chef d'orchestre, en fait, sur les différents neuromédiateurs. Donc, ça va se répercuter nécessairement sur la gestion du stress aussi. On va passer à la partie la plus chargée. J'espère que vous êtes toujours là, toujours avec moi. Je vois pas vos messages, donc
On va faire comme si. On va parler beaucoup du stress oxydatif et de l'inflammation. C'est pour ça que je trouvais que cette photo était super chouette parce qu'il y a de l'inflammation, il y a du sport, il y a de l'obstacle. On va parler aussi d'autres réjouissances comme ce qui se passe au niveau de l'intestin ou au niveau de l'immunité. Donc, commençons avec le stress oxydatif, ou en tout cas avec les sources de radicaux libres. Donc, on va reprendre un tout petit rappel, comme ça je perds personne. Avant toute chose, il faut savoir que vous avez donc sur la couche externe d'une molécule des électrons qui vont former des doublets. Ils sont toujours appariés. Mais il arrive que dans certaines conditions, ils se retrouvent arrachés à leur molécule qui va du coup perdre sa stabilité et ça devient un radical libre. Donc cette molécule-là, elle va s'efforcer de se lier à d'autres molécules et c'est ce qui va amorcer justement ce processus d'oxydation. Donc c'est un mouvement naturel, c'est un mouvement qui est constant dans toutes nos cellules, qui se produit des milliers de fois par seconde. Et les sources de radicaux libres chez le sportif, elles vont être diverses et variées. On va avoir des sources endogènes, des sources exogènes. Donc, pour les sources endogènes, déjà, elles vont être liées, j'ai envie de dire, naturellement au fait que le sportif va consommer un petit peu plus d'oxygène, forcément. Et la consommation d'oxygène génère nécessairement la production de radicaux libres. En fait, on a 2 à 5% de l'oxygène consommé qui aboutit à ce phénomène. On a dans le même temps une adaptation physiologique des cellules qui vont augmenter leur capacité antioxydante, mais dans certains cas, on peut quand même avoir une production radicalaire qui va dépasser ces capacités et ces adaptations-là. L'inflammation chronique, puisque pour la fabrication des prostaglandines, il va y avoir une production importante de radicaux libres qui lui est associée. Les problématiques infectieuses, eh bien parce qu'on a besoin des radicaux libres pour lutter contre les pathogènes. Donc, tout n'est pas noir ou blanc, on en a besoin aussi. L'ischémie-reperfusion, alors ça c'est pareil, on va en parler aussi pas mal, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une fluctuation importante de l'irrigation dans un territoire anatomique, on va avoir une production radicalaire qui lui est associée. Le stress, on y reviendra. Et puis, au niveau du foie aussi, rappelez-vous, la phase 1 de la détox est induite par la charge toxinique, par la charge toxique. Et ça va entraîner la production de radicaux libres. Et cette production va être proportionnelle à la quantité de toxines et toxiques auxquelles le foie est exposé et qu'il va essayer d'éliminer. Donc, plus on est exposé aux polluants, aux hormones, aux médicaments, aux pesticides, que sais-je, eh bien, plus on va former des radicaux libres. Il y a un fait intéressant aussi que vous pourrez retrouver dans une étude que je vous ai mis aussi à la fin de la présentation. Les sportifs qui consomment à intervalles réguliers des boissons à l'effort, qui contiennent du glucose, subissent un stress oxydatif qui est moindre au niveau membranaire. Ça veut dire qu'on peut en conclure quand même deux choses. La première chose, c'est que l'apport énergétique au cours de l'effort va jouer un rôle protecteur. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au contraire, l'hypoglycémie constitue une agression qui va générer un stress oxydatif au niveau des membranes cellulaires. Alors attention, parce qu'on parle de radicaux libres, de stress oxydatif, etc., mais les radicaux libres sont indispensables au maintien de l'homéostasie. On ne doit pas les diaboliser non plus. Et à des taux physiologiques, ils vont avoir quand même plusieurs intérêts. Ils vont notamment, comme je vous le disais, favoriser la défense immunitaire. Ils vont jouer sur des mécanismes épigénétiques en stimulant des gènes capables d'engager des réactions de neutralisation de ces radicaux libres. C'est ce qu'on voit dans la loi d'Hormèse, par exemple. Et puis, ils vont aussi améliorer l'efficacité des processus énergétiques, en tout cas au niveau mitochondrial, et ils vont donc améliorer la VO2 max. Or, plus la VO2 max du sportif est importante, plus il sera performant. Alors, la VO2 max, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais juste un petit rappel, en fait, la VO2 max, c'est souvent calculé chez le sportif, c'est la consommation maximale d'oxygène. Donc, c'est ce que les tissus parviennent à utiliser au maximum par unité de temps. Ça donne en fait une indication du niveau de forme, du niveau d'endurance. Donc, plus elle est élevée chez le sportif, plus il peut aller vite et plus il peut y aller de manière intense. Enfin bref, en fait, ce que je voulais vous proposer, c'était déjà de commencer par déconstruire un petit peu ce mythe-là, comme quoi les blessures du sportif sont dues au stress oxydant. Alors certes, les blessures peuvent être liées au stress oxydant, mais pas forcément par un lien de cause à effet, mais parce qu'en fait, ça va être deux phénomènes qui proviennent des mêmes causes.
Donc, à savoir tout ce qu'on a dit ici, l'inflammation chronique de bas grade, les problématiques infectieuses, les problématiques digestives avec notamment l'ischémie-reperfusion, la mauvaise gestion du stress, bref, tout ce que je vous ai mis ici. Je pense que cette diapo, c'est une des plus importantes puisqu'en fait, elle va constituer des idées d'axes d'accompagnement en fonction des sportifs qu'on va recevoir. Alors, quand je dis sportif, je fais une petite précision. Sportif, ça peut être, oui, le sportif de haut niveau, l'athlète, voilà, ou le sportif professionnel, mais ça peut être aussi le sportif amateur qui est dans la recherche de performance. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais les militaires aussi, hein, qui ont un entraînement sportif et qui font partie de cette catégorie. Enfin, ça dépend peut-être des militaires. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme je vous le disais, le problème, ça ne vient pas du radical lui-même, ça va venir d'un excès de radicaux libres, ou alors ça va venir d'un défaut de neutralisation de ces radicaux libres. Et en excès, le radical libre va altérer euh, les membranes cellulaires, va altérer les membranes mitochondriales, donc ça va impliquer quand même certains déséquilibres au niveau cellulaire, avec la mort cellulaire. Le stress oxydatif ou le stress oxydant, lui, il intervient quand la quantité est trop importante et la durée trop longue. Et on va avoir donc des répercussions à ces différents niveaux. J'ai mis atteinte lipidique, atteinte protéique. Donc au niveau de la structure même de la cellule, puisque ça va venir oxyder les lipides, à ce moment-là, les membranes vont perdre de leur souplesse. Ça va avoir plusieurs répercussions. Chez les globules rouges, par exemple, ils ne vont plus pouvoir se déformer correctement pour passer dans les capillaires. Pour les globules blancs, bah, c'est pareil, ils se déforment moins bien, donc on va avoir aussi une immunité qui va être moins réactive, moins adaptée. Et puis au niveau de la membrane même des différentes cellules, on va avoir une perte de plasticité qui fait que les récepteurs des neurotransmetteurs ou des hormones vont être moins accessibles. Donc on va avoir une moindre reconnaissance par les récepteurs des différents messagers qui se baladent dans l'organisme. Ça va compromettre aussi tous les processus d'entrée et de sortie de la cellule, donc ce qu'on appelle l'endocytose et l'exocytose. Et puis, quand on a trop d'ions H+ dans la cellule, ça va venir précipiter certaines molécules, comme le cholestérol par exemple. Or, ces molécules vont venir générer des microcalculs. C'est toute notre base en fait de l'acidification des tissus en naturopathie. Et quand ça arrive au niveau des tendons, qui sont des tissus qui sont quand même peu irrigués en comparaison à d'autres tissus du corps, eh bien, ils vont beaucoup en souffrir, et peut-être beaucoup plus d'ailleurs que les autres tissus. Donc, la précipitation de ces calculs au niveau des tendons, ça va générer une réponse inflammatoire, et on va rentrer dans le cercle vicieux, inflammation, dégâts, etc. Et là, vous pouvez vraiment avoir tout plein d'informations sur le webinaire qui avait été donné déjà il y a quelques temps à ce sujet, sur les troubles du système osteoarticulaire et que vous retrouverez dans la documentation du laboratoire. Alors, au niveau des protéines, donc, en fait, vous savez bien que pour qu'une protéine fonctionne, elle doit avoir une forme particulière. Elle a une structure 3D et c'est la condition sine qua non de son fonctionnement. Dans le cas contraire, elle ne peut plus bien fonctionner. Elle n'est pas reconnue par les récepteurs ou même pire encore, elle va alerter le système immunitaire comme s'il avait à faire face à une protéine étrangère, une protéine du non-soi, puisqu'il ne la reconnaît plus, elle n'a plus la bonne forme. Alors, au niveau enzymatique, ça peut être problématique aussi, puisque une enzyme, c'est une protéine, et que l'enzyme va avoir un site actif. Mais si le site actif, sa forme est modifiée, ben, elle va plus pouvoir travailler correctement. Donc, ça va avoir des répercussions sur toute l'ingénierie cellulaire, sur tous les systèmes, de l'immunité au métabolisme, en passant par la communication cellulaire, les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Donc, on va devoir identifier les causes de ce stress oxydatif et de l'inflammation. Donc, on va avoir dans les grandes lignes le stress psychophysiologique. On va aller voir aussi du côté de l'état de l'intestin, comme dans la population générale, j'ai envie de dire. Sauf que là, on a quand même une problématique supplémentaire qui est celle de l'ischémie-reperfusion. Et puis, on va avoir aussi ce qui se passe au niveau de l'immunité en termes d'infection froide et de réactivation virale. Alors, vous voyez que j'ai mis la détox dans l'immunité, j'aurais pu le mettre dans la digestion aussi, hein. C'est juste qu'en fait, le foie, c'est quand même notre plus gros organe immunitaire.
Et le simple phénomène de détox va être générateur de radicaux libres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce passage de la phase 1 à la phase 2. Et donc, plus notre niveau d'exposition à des toxiques et toxines est élevé, plus on va fabriquer d'espèces radicalaires. Donc, avant même de venir avec nos plantes et nos minéraux pour alcaliniser le terrain, ça va être important, je pense, de travailler sur les causes. On arrête d'agresser avant de réparer. Alors, la composante intestinale. Donc, on va commencer par un petit zoom sur ce phénomène dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est le phénomène d'ischémie-reperfusion au niveau de l'intestin. Vous en avez sans doute entendu parler, enfin peut-être en tout cas. Alors, juste un petit rappel là-dessus, histoire qu'on soit tous sur la même base. Donc, au repos, les muscles et la peau sont très peu perfusés. On a environ entre 60 et 80% du sang qui se trouve dans le territoire digestif et dans le cerveau. Par contre, lors de l'effort, on redistribue complètement les cartes parce que ça va être les muscles qui vont avoir le plus besoin d'énergie. Donc le flux sanguin, il est complètement détourné vers les territoires en action, donc les muscles, mais aussi la peau pour évacuer la chaleur. Dans ce cas-là, l'intestin, il se retrouve très peu irrigué. On parle d'ischémie et cette ischémie va avoir plusieurs conséquences puisqu'elle va placer les cellules en état de stress. Elles seront moins nourries. Elles vont avoir du mal à fabriquer de l'ATP et ça peut même entraîner la mort cellulaire, encore plus si l'effort est soutenu ou réalisé à la chaleur. Et puis, on finit notre effort. Et dans la demi-heure qui suit l'arrêt de l'effort, là, on a le phénomène inverse qui se produit et on retourne, entre guillemets, à la normale. C'est ce qu'on appelle la reperfusion. Donc, cette reperfusion, elle aussi, en fait, elle va être génératrice de stress parce qu'elle va charrier énormément d'oxygène et de radicaux libres qui vont dépasser les capacités antioxydantes de l'intestin. Puis, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une fluctuation au niveau de l'irrigation des différents terrains anatomiques, on va retrouver aussi ce stress oxydatif. Et donc, cette production radicalaire, elle va venir altérer l'intégrité des entérocytes et donc de la barrière intestinale. Alors, donc au niveau des conséquences intestinales, évidemment, on va avoir un impact sur les microbiosités intestinales, sur les jonctions serrées, et c'est ce qui va créer aussi une malabsorption et une hyperperméabilité intestinale. Donc, si on reprend un petit peu mieux que ça, les répercussions sur les entérocytes, la dégradation des microbiosités, ce qui va engendrer des perturbations au niveau du mucus, et c'est ce qui va engendrer aussi des perturbations au niveau des échanges entre le microbiote et les cellules intestinales. On va avoir donc une altération de l'assimilation, puisque de nombreux récepteurs et systèmes de transport aussi des acides aminés, des minéraux, etc., vont se trouver au niveau de ces microbiosités. La troisième chose, c'est qu'on va avoir une augmentation de la perméabilité intestinale et cette hyperperméabilité intestinale va provoquer des perturbations cliniques. Alors, on va en trouver en local ou à distance. Donc, tout ce qu'on sait déjà, on va retrouver des symptômes au niveau digestif, on peut retrouver des symptômes au niveau du foie, au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau respiratoire aussi. Si vous saviez combien de cas de BPCO il existe sans que les personnes n'aient jamais fumé, juste parce que c'est une problématique digestive. C'est assez incroyable. Donc, c'est important, en fait, d'aller explorer la présence d'une hyperperméabilité intestinale chez le sportif, et en particulier chez ceux qui s'adonnent à une pratique intensive. Euh, de toute façon, l'ischémie-reperfusion, elle conduit toujours à une forme d'hyperperméabilité intestinale. Donc, quand on est dans le chronique, forcément, il va y avoir quelque chose à faire à ce niveau-là. Et l'hyperperméabilité intestinale, elle favorise toujours ce quatrième point qui est le passage des endotoxines. Et en fait, les endotoxines, donc les lipopolysaccharides, on voit parfois LPS, c'est la même chose. Elles se lient à des récepteurs qui activent la voie NF-kappa B et qui va stimuler la synthèse du TNF-alpha. Et à ce moment-là, alors là, on rentre dans une cascade inflammatoire et puis, ça peut se manifester par ces fameuses diarrhées du marathonien, par exemple. Donc, ces récepteurs-là, les TLR4, qui captent les endotoxines, ils vont induire une production beaucoup plus significative de radicaux libres et de cytokines, et surtout au niveau des tendons et des muscles.
Donc, c'est ce qui peut favoriser aussi la blessure chez le sportif. Et puis, pour boucler la boucle, l'attente intestinale combinée à l'action des endotoxines, ça va entraîner au niveau épigénétique une activation de gènes qui va favoriser encore une fois la production de radicaux libres. Donc, on est un peu dans un cercle vicieux qui va favoriser le stress oxydatif. Mais ce n'est pas le stress oxydatif qui en est la cause, il en est aussi la conséquence. Vous voyez un petit peu le contre-pied de ce qu'on peut voir habituellement. Alors, donc un schéma qui représente la relation entre l'intestin et le système nerveux central quand il y a de l'exercice. Donc, comme on peut le voir dans un axe intestin-cerveau sain, l'exercice physique va induire une diversité du microbiote, va permettre de maintenir une couche de mucine et une barrière intestinale qui sont intactes. Un exercice physique modéré va moduler positivement l'axe intestin-cerveau avec la production normale de neurotransmetteurs et d'acides gras à courte chaîne qui vont donc venir moduler la fonction cérébrale, le comportement et puis comme on l'a vu tout au début, la cognition aussi, puisqu'il y a un impact positif à ce niveau. Et à l'inverse, lors d'un exercice intense qui va donc être générateur de stress pour l'organisme, à ce moment-là, on va avoir une hyperréactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui va induire une dysbiose intestinale, une perméabilité intestinale, une augmentation des productions d'endotoxines, donc les LPS, et puis des cytokines. Donc la perméabilité intestinale et l'inflammation intestinale vont provoquer des réactions inflammatoires systémiques qui vont contribuer au dysfonctionnement neurologique selon l'axe intestin-cerveau. Un petit rappel. Donc ça, c'est pour l'intestin. Alors, voyons ce qui se passe du côté du foie maintenant. Comme je vous le disais, prendre en compte la détox hépatique, c'est hyper important pour les sportifs, d'autant plus en présence d'endotoxines, parce que ça dépasse très souvent les capacités naturelles du corps à détoxifier. Toute perturbation des fonctions hépatiques va avoir un impact négatif sur l'aptitude physique et sur la performance. Donc ça doit vraiment faire partie de nos cures. De toute façon, normalement, la détox en naturopathie est présente dans nos cures. Après, on voit quelle priorité donner. On ne fait pas tout en même temps. Mais en tout cas, dans l'accompagnement du sportif, ça va être important de le mettre en place. Et je pensais trop vite, je pensais à ma phrase suivante, où je voulais dire inversement, tout effort physique intense va induire une réduction de l'irrigation hépatique, mais aussi la formation de radicaux libres de toxines. Donc, il y a voilà, une interaction qui est intéressante à prendre en compte. Et puis, encore une fois, on se rend compte que l'exercice modéré régulier entraîne une augmentation nette de la détox par rapport aux personnes sédentaires, puisque ça va venir stimuler des processus protecteurs. Par contre, chez les sportifs de haut niveau, là, il y a des atteintes hépatiques aiguës, j'ai envie de dire dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, ça peut survenir lors d'efforts prolongés. Et ça a été d'ailleurs mesuré plusieurs fois sur des groupes de militaires, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce serait visiblement le résultat de l'ischémie intestinale avec l'hyperperméabilité et donc une importante libération des toxines qui vont venir affaiblir le foie. Donc à ce moment-là, le soutenir, c'est primordial. En fait, on retrouve souvent l'activité modérée comme étant vectrice de santé et l'activité intense comme étant un petit peu plus problématique. On y reviendra tout à l'heure, on parlera de cette fameuse courbe en J. Je spoil. Mais bref, donc ici, bah, c'est pareil, l'entraînement intensif va plutôt accroître les pertes en oligo-éléments et en glutathion, et en particulier au niveau hépatique. Et ça va être problématique puisque, par exemple, rien qu'une diminution du cuivre au niveau hépatique, ça va réduire l'activité d'une enzyme qui s'appelle la superoxydismutase et qui est cuivre dépendante. C'est une enzyme antiradicalaire et donc forcément, si on l'inhibe, ben, ça marche moins bien. Et ça va être pareil pour d'autres oligo-éléments comme le manganèse, le zinc, etc. On a un petit peu ce même schéma là en J pour les problématiques de calcul biliaire, c'est-à-dire qu'une activité physique modérée va prévenir la formation des calculs biliaires, alors qu'une activité intense, notamment chez les coureurs de longue distance, va provoquer une hémolyse importante. Donc dans ces cas-là, le taux de bilirubine va s'élever. Et comme souvent, ça va être combiné, associé à une déshydratation plus ou moins importante, on va avoir un taux de calcul beaucoup plus important chez cette population. La composante immunitaire. Alors, un petit rappel
sur le fonctionnement de l'immunité. J'essaye de vous faire des petits rappels à chaque fois pour être sûr qu'après on se comprenne bien tous. J'espère que c'est clair, même si je passe assez vite. Euh, donc, sur le schéma de gauche, en fait, vous voyez que l'immunité, elle va être représentée par deux systèmes qui sont fortement corrélés. On a d'un côté le système immunitaire inné qui fait appel à l'immunité naturelle et puis le système immunitaire spécifique qui fait appel à l'immunité adaptative. Enfin, les deux sont des immunités naturelles, mais bref, on est vraiment dans l'inné et l'acquis. Euh, donc, je ne vais pas développer plus, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce système fonctionne normalement en harmonie et il s'active et se désactive en fonction des besoins. Et on va avoir au niveau de l'immunité adaptative différentes voies qui peuvent être allumées, entre guillemets. La voie TH1, qui va prendre en charge l'immunité cellulaire, donc les virus, les bactéries intracellulaires, etc. Et la voie TH2, qui prend en charge l'immunité humorale, donc tout ce qui va être en lien avec les bactéries, les parasites extracellulaires. Et c'est important d'avoir un équilibre entre ces deux voies. C'est ce qui va permettre d'assurer une bonne bascule entre la défense et la tolérance. Alors, il y a aussi une autre voie qui ne figure pas ici, mais dont on parle souvent. La voie TH17, ce ne sont pas les seules, hein, évidemment. Mais c'est vrai que celle-ci, on en entend aussi beaucoup parler. Et c'est une voie pro-inflammatoire qui va favoriser l'inflammation de bas grade, les maladies auto-immunes. Ça pourra faire l'objet aussi d'une autre conf. Et en fait, donc, la charge d'entraînement, si elle est intense, elle va provoquer, là vous pouvez voir à droite, elle va provoquer une augmentation de l'inflammation et des cytokines déversées dans le milieu humoral. J'essaye de sortir ici, là. Donc on voit qu'il y a une augmentation de toutes ces cytokines. Et par contre, on va avoir plutôt une lymphopénie temporaire, en fait, avec une diminution du nombre des cellules immunitaires. Donc en gros, un effort physique chronique et excessif en particulier chez les sportifs de haut niveau et chez les amateurs aussi, hein, qui visent des performances élevées, ou chez les militaires. Ça peut conduire à un état inflammatoire au niveau humoral et en même temps une immunodéficience qui va être beaucoup plus marquée au niveau cellulaire, puisqu'on va se, comment dire, se prédisposer à une certaine sensibilité aux infections et notamment aux infections récurrentes. Donc évidemment, c'est à mettre en lien aussi avec d'autres facteurs de risque comme la malnutrition, les troubles du sommeil, etc. Hein, tout ce qui fait qu'une personne est une personne affaiblie ou plus sensible à ce niveau-là. Mais voilà, c'est intéressant aussi de la mettre en lien justement chez le sportif avec tous ces facteurs de dérégulation qu'on a pu voir. Et quand l'inflammation s'étend et que les processus de régulation sont dépassés, eh bien, ça va venir endommager les cellules qui vont soit se nécroser, soit mourir. Enfin, dans tous les cas, elles meurent, mais soit elles meurent proprement, c'est le cas de l'apoptose, où là, la cellule ralentit et puis la mort se fait sans dégâts collatéraux, soit c'est la nécrose, et là, à ce moment-là, c'est comme si la cellule un peu explosait, ça devient anarchique et il y a une propagation de l'inflammation qui n'est pas à souhaiter. Alors, au cours d'un exercice intensif et prolongé, hop, on observe une augmentation significative de certaines cytokines, comme on l'a vu, hein, et cette augmentation elle va être proportionnelle à la durée de l'effort. Et d'autre part, on a identifié récemment que, par exemple, l'interleukine 12p40, là que vous voyez, agit comme un antagoniste de l'interleukine 12. Et ces deux observations associées vont expliquer que l'équilibre cytotoxique tend plutôt vers la voie TH2 au détriment de la voie TH1. Et c'est ce qui explique cette susceptibilité accrue aux infections virales, notamment au niveau des voies respiratoires chez les athlètes d'endurance qui vont être soumis à des entraînements intensifs, mais aussi la prévalence élevée des maladies atopiques, en fait, hein, dans cette population de sportifs. La dépression de l'immunité cellulaire et de l'activité des cellules NK contribuerait elle aussi à l'aggravation des tableaux cliniques qu'on peut observer lors de certaines infections virales telles que les hépatites virales fulminantes, les paralysies dans le cas des poliomyélites, en tout cas la sévérité de ces paralysies-là, ou même la myocardite en fait, hein, lors des infections des voies aériennes supérieures par la Coxsackie aussi. Et par contre, comme toujours, comme je vous l'ai mis dans le petit tableau de manière très très récapitulative, quand on est sur un effort physique modéré, régulier, la balance des cytokines semble plutôt s'inverser vers une réponse TH1 et là on va avoir une résistance accrue aux infections, aux processus tumoraux,
aussi. Et en fait, comment dire, chaque exercice peut perturber l'équilibre du corps, que ce soit l'équilibre biochimique, fonctionnel, physique, psychologique, mais comment dire, l'objectif, c'est vraiment de parvenir à retrouver cet état d'équilibre. Et c'est ça, en fait, la vitalité en naturopathie, c'est-à-dire, c'est pas le fait de ne pas tomber malade ou de ne pas tomber dans un état de déséquilibre, c'est le fait de retrouver l'état d'équilibre le mieux et le plus vite possible. Et dans le cas de l'exercice intensif, en fait, on sort un petit peu de ces capacités d'adaptation. Donc voici voilà, notre fameuse courbe en J. Donc en fait, on voit avec cette courbe-là que le taux de maladie infectieuse est plus faible chez ceux qui s'entraînent modérément, donc entre 40 à 50 km par semaine, alors que ceux qui font moins, alors que ceux qui font moins de 20 km, c'est-à-dire moins de 4000 pas par jour, ou ceux qui couvrent plus de 60 km vont tomber davantage malades. Donc là, voici, vous le voyez, hein, le petit J là. Et puis, on a aussi de nombreuses recherches qui vont indiquer une réduction de la concentration des immunoglobulines au niveau du plasma, notamment des IgA, des IgG et des IgM, surtout au début de la phase de récupération. Et donc, ces anticorps, et en particulier les IgA, jouent un rôle crucial dans la résistance aux infections des voies respiratoires supérieures puisqu'ils agissent pour protéger les muqueuses. Donc, forcément, on va avoir une sensibilité accrue aux infections virales, aux infections bactériennes au cours des premiers jours de la phase de récupération. Et en fait, cette vulnérabilité, elle a été mesurée entre 3 à 72 heures après l'arrêt de l'exercice. Et on a appelé cette période fenêtre ouverte. Donc, c'est la fenêtre de vulnérabilité qui va favoriser le développement d'infections virales, notamment au niveau des voies respiratoires. Et donc, il y a certains sportifs, notamment les coureurs de fond, les marathoniens, etc., qui vont être beaucoup plus à risque de développer une maladie infectieuse des voies respiratoires supérieures que la population générale lors des semaines qui font suite à une épreuve importante. Et ça concerne quand même un marathonien sur deux, donc c'est pas négligeable. L'enjeu, c'est vraiment de trouver ce juste équilibre entre une préparation physique qui permette une évolution de la performance et puis le maintien de la santé du sportif. Et toujours en mettre en lien avec son statut nutritionnel, son sommeil et tout ça. Alors, très rapidement aussi un petit mot là-dessus. Au cours des longues périodes d'entraînement très intenses, cette baisse des lymphocytes et des cellules NK et de l'activité cytotoxique, enfin, des acteurs de l'immunité en règle générale et des immunoglobulines, etc., on va avoir des rhumes et des angines à répétition, enfin bref, des infections ORL à répétition, mais aussi des réactivations virales. Alors, la réactivation virale, ça fait référence à une infection un petit peu particulière, puisqu'en fait, c'est un virus qui a établi une infection latente dans l'organisme, comme dans le cas du virus de l'herpès, de Epstein-Barr virus, le virus de la mononucléose, etc. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans Lyme ou dans la candidose. Alors là, on sort du cadre du virus, mais c'est le même principe, hein. On est sur le principe d'infection résistante, persistante. Je crois que je vais boire un coup après cette slide parce que je commence à dire n'importe quoi. J'espère que vous me suivez toujours. Et donc, après une période de repos, finalement, lors de laquelle ce pathogène va être inactif, eh bien, il peut y avoir des facteurs environnementaux, des facteurs physiologiques qui vont déclencher sa réactivation. Donc là, on est vraiment en plein dedans avec ce sport ou cet effort physique inadapté. Alors, les infections, qu'elles soient froides ou non, hein, d'ailleurs, elles vont générer de manière indirecte du stress oxydatif, puisque certains acteurs du système immunitaire détruisent les agents pathogènes grâce aux radicaux libres. Donc, toute infection est génératrice de radicaux libres. Donc, on a bien, encore une fois, une deuxième cause de ce qui vient générer du stress oxydatif chez le sportif. Donc, vous voyez que, encore une fois, ce n'est pas le stress oxydatif le problème, c'est plutôt la conséquence du problème.
Alors, qu'est-ce qui fait le lien aussi derrière tout ça? Eh bien, c'est cette composante neuro-endocrinienne qu'on va aller explorer, puisque le sportif peut être soumis à différents facteurs de stress. Donc, on peut rencontrer déjà des sportifs, comme je vous le disais, hein, qui se mettent une pression monumentale, qui sont dans l'hyper-contrôle, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation ou autre. Alors, on peut leur rappeler que oui, le sport, c'est super, que la passion, c'est censé libérer, etc. Mais quand ça devient obsessionnel, là, c'est plutôt problématique, c'est enfermant et c'est complètement contre-productif. Donc, c'est important aussi de favoriser la prise de conscience, de réguler ça, de voir aussi ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il n'y a pas une compensation psycho-émotionnelle par rapport à ça? Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi les aider à remettre du plaisir dans le quotidien, du repos aussi, parfois. Et puis, il faut qu'on prenne en compte tous les stress qui sont liés à la vie courante, parce qu'il n'y a pas que le sport chez le sportif, et qui peuvent d'ailleurs eux-mêmes être compensés par l'activité physique. Et puis, on va avoir aussi les contraintes environnementales. Alors, je vous ai mis sur la diapo la chaleur comme étant un agent stressant de l'organisme. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, le but, c'est pas de refaire un webinaire sur le stress, hein, mais évidemment, le stress physiologique va avoir des conséquences à tous les niveaux. Donc, au niveau de la perméabilité intestinale, là aussi, et puis d'un déséquilibre du microbiote. Donc, ça va renforcer ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de l'immunité, ici encore, puisque on va avoir par exemple une diminution de certaines interleukines, notamment des interleukines 10. Or, l'interleukine 10, elle est indispensable à la tolérance immunitaire et au contrôle de l'inflammation. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on peut développer une maladie auto-immune quand on est quand on a vécu un stress très important. Et puis en parallèle, on va avoir par contre une augmentation des interleukines, des messagers inflammatoires, donc les interleukines 6, TNF-alpha, etc., qui vont augmenter, favoriser les douleurs persistantes au niveau articulaire et musculaire. Et donc là, on touche encore une fois à un motif de consultation aussi de notre sportif. Donc, je vous ai parlé de l'attente au niveau intestinal, de l'attente au niveau immunitaire, au niveau du système nerveux lui-même, puisque le stress va mobiliser des neurotransmetteurs, donc les catécholamines, dopamine, noradrénaline, etc., mais aussi la sérotonine et la mélatonine. Et puis, le stress va générer lui-même des hormones, l'adrénaline, les corticostéroïdes, etc. Et ces hormones-là sont connues notamment pour promouvoir une réponse TH2. Donc là encore, ça renforce notre deuxième argument. Donc finalement, on a une base là, ce stress qui est plutôt pas mal aussi, hein, si on agit dessus. Et puis, évidemment, on va avoir aussi une implication sur tout le métabolisme. On va voir ça juste après, je crois. Alors, on peut voir déjà la répercussion métabolique en lien avec le cortisol, puisque quand il y a cortisol, donc quand il y a stress chronique, on aura nécessairement, enfin stress chronique. Le cortisol n'est pas là qu'en stress chronique, mais il est en excès en cas de stress chronique. Donc, on va avoir nécessairement une modification du métabolisme. À ce moment-là, on va dériver les acides aminés pour une utilisation énergétique et c'est pourquoi le stress va avoir des répercussions sur tous les systèmes protéiques, l'immunité, les muscles, les neurotransmetteurs, etc., etc. Donc, basiquement, le cortisol, son rôle, lui, c'est de venir faire sortir le glucose des cellules. Et en cas de stress chronique, eh bien, le cortisol est en excès. Donc, on sort beaucoup de glucose de la cellule. Il n'y a plus assez de glucose dans la cellule. Or, si la disponibilité du glucose chute, à ce moment-là, l'organisme va détourner des acides aminés pour fabriquer des intermédiaires dans le cycle de Krebs, donc au niveau de la mitochondrie. Donc, par exemple, on va avoir un détournement de la glutamine, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien la glutamine, donc on va la citer, et c'est ce qui va permettre de donner, par exemple, l'acide alpha-cétobutyrique. On va avoir un détournement de l'isoleucine ou de la valine, qui sont des acides aminés essentiels pour donner la succinyl-CoA. Et ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement musculaire. C'est aussi un des mécanismes qui est mis en jeu dans la sarcopénie, par exemple. On va avoir aussi un détournement de la phénylalanine et de la tyrosine pour donner du fumarate. Donc, on va avoir une baisse des catécholamines, dopamine, etc. Donc, vraiment, en cas de stress, et notamment de stress chronique, on va avoir un détournement des acides aminés avec des répercussions à tous les niveaux sur les autres fonctions de l'organisme. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Je vous parle véritablement de processus quand même adaptatifs, justement, qui se font dans la chronicité.
mais on peut se retrouver dans cette situation de plus en plus facilement, en fait, hein, j'ai envie de dire, même si maintenant on a tendance à voir et à comprendre qu'il faut prendre soin de soi, mais que ce soit en lien ou non avec le sport. En fait, à la limite, on s'en fiche que ce soit lié ou pas avec le sport, du moment que c'est lié avec notre sportif. Et c'est vrai que chez lui, chez le sportif, plus les séances sont intenses, plus les séances sont rapprochées, plus il réduit les moments de repos, plus le cortisol augmente et plus on va avoir ce type d'adaptation à se faire. Donc, il y a d'autres facteurs limitants au niveau de l'activité nerveuse. On peut avoir un défaut d'apport. Alors, si on a une absence de protéines, par exemple le matin, ou un apport insuffisant tout au long de la journée, on peut avoir des déséquilibres. C'est pareil avec les glucides, c'est-à-dire que dans les sports d'endurance, si on manque de glucides au moment de l'entraînement, à ce moment-là, le foie va déclencher la néoglucogénèse, ce qui va venir mobiliser la tyrosine, qui sera du coup moins disponible pour le cerveau. Et donc, on va avoir une chute de dopamine et de noradrénaline. Et ça, c'est hyper contre-productif pour le bien-être et pour la performance. On peut aussi avoir des défauts d'absorption, alors qui peuvent être en lien avec les troubles de l'assimilation intestinale, dont on a parlé tout à l'heure. Dans la maladie cœliaque, par exemple, il y a un défaut d'absorption de la phénylalanine et de la tyrosine qui va entraîner un déficit en catécholamine. Et plus généralement, quand on a une hypochlorhydrie, par exemple, ou tout autre facteur limitant, on ne va pas pouvoir digérer de la bonne manière les protéines ou des minéraux comme le fer, l'iode, le magnésium, etc., ou même des vitamines comme la B12. On peut avoir une compétition entre les acides aminés au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Par exemple, on va avoir une compétition entre le tryptophane et les autres, donc phénylalanine, tyrosine, leucine, isoleucine, valine, bref. Et à ce moment-là, on va avoir aussi une répercussion sur les neurotransmetteurs. La surconsommation métabolique, puisque comme on l'a vu déjà tout à l'heure, par exemple avec la tyrosine, mais aussi avec l'hyperinsulinisme, qui va venir déplacer la phénylalanine et la tyrosine vers les tissus périphériques, et on va avoir une réduction de leur disponibilité pour la dopamine dans le cerveau. Un détournement du tryptophane qui peut s'effectuer par besoin de vitamine B3 au niveau du foie ou par un besoin de détoxifier, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. La voie des kénurénines qui va être comment dire, mise en bascule quand il y a un déséquilibre intestinal et qui va générer aussi de l'inflammation. Les déficits en cofacteurs. Alors, le magnésium, c'est un déficit qui est généralisé. On estime que 80% de la population est déficitaire en magnésium. Le fer, notamment chez les sportives, et puis les autres micronutriments. Euh, Ça va être aussi accentué en fait dans les disciplines d'endurance. Alors, j'en avais parlé aussi beaucoup dans le webcast sur le fer que vous pourrez retrouver aussi dans la doc Lorica, parce qu'en fait, on va avoir une dégradation des globules rouges et des adaptations enzymatiques et une élimination accrue au niveau de la peau. Et puis après, défaut des récepteurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais trop vous retenir. Un petit zoom, je vois même pas l'heure qu'il est en plus. Oh Ok, bon, j'espère que vous êtes encore en forme parce qu'on va dérouler à fond. Donc, un petit zoom sur la sérotonine. Lors d'une activité musculaire prolongée, on va avoir le muscle et le foie qui vont libérer du tryptophane. Ce tryptophane, il traverse la barrière hémato-encéphalique et il permet la synthèse de sérotonine. La sérotonine va réguler l'humeur, l'appétit, l'anxiété, le sommeil. Enfin bref, c'est l'hormone de la sérénité, l'hormone du bonheur. Enfin peut-être injustement appelée comme ça, mais voilà, elle a un effet, super zen. Et en fait, elle va exercer aussi un effet antidouleur en agissant sur le mécanisme des endorphines. Et là, c'est particulièrement observé et apprécié dans les sports d'endurance. On peut avoir des tendances addictives qui vont s'observer lors de la retraite sportive, où à ce moment-là, on va avoir une diminution brutale de l'activité et on va du coup s'exposer à un manque de sérotonine. Donc, l'athlète, jusque-là, il pouvait le compenser par une hyperactivité dans le sport, mais quand il n'y a plus, parce que c'est l'intersaison, parce qu'il a arrêté sa carrière ou autre, là, il peut y avoir des déficits de sérotonine qui peuvent déclencher des comportements addictifs. Il se passe la même chose avec les pulsions sucrées. Parce qu'en fait, on va libérer l'insuline qui va favoriser le taux de tryptophane pour favoriser la compétition envers le tryptophane par rapport aux autres acides aminés dont j'ai parlé. Bref, et dans le cas du sport, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'exercice
va induire la libération d'acides gras pour faire de l'énergie. Le muscle, il va utiliser ces acides gras comme carburant. Or, ces lipides, à la base, ils ont une affinité pour l'albumine, qui transporte principalement le tryptophane dans le sang. Et en fait, au repos, on a moins de 10% de cet acide aminé qui circule dans le sang à l'état libre, mais par contre, pendant l'effort, l'albumine va libérer le tryptophane pour pouvoir fixer les acides gras. Et donc, on va avoir une augmentation brutale du tryptophane qui va servir à la synthèse de la sérotonine. Et puis en plus, le muscle, en étant en action, il va pouvoir capter d'autres acides aminés qui rentreraient en compétition avec le tryptophane. Donc c'est ce qui explique ce lien très fort entre sport, sérotonine et endorphine. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi certains sportifs en intersaison ou en fin de carrière vont avoir tendance à développer des troubles addictifs, des addictions au jeu, au sexe, à l'alcool, aux drogues, au sucre, etc. Et ça peut être aussi intéressant de les accompagner sur ce biais-là. Les solutions naturelles. Bon, là, en fait, ça reprend vraiment ce que je vous ai dit. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu par étapes. La dernière étape, c'est favoriser les défenses antioxydantes. En fait, hein, c'est un petit peu le contre-pied de ce qu'on peut voir d'habitude. J'espère que vous avez compris du coup pourquoi. L'idée, ça va être déjà d'abord de soutenir l'axe du stress. Si besoin, souvent, il y a besoin de soutenir l'intestin. Et puis après, ça, on va voir en fonction de chacun aussi, à quel moment on le met en place, etc. Donc ici, c'est juste un rappel d'une des slides du début et je vous mets la réponse à chaque idée en fait. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir un petit peu des pistes pour vos accompagnements. Alors les outils en phytothérapie et en micronutrition pour soutenir le sportif, eh bien, ils vont nous servir justement pour plusieurs de nos axes. Alors, c'est vrai que l'Orica propose des produits qui sont hyper intéressants pour le sportif, mais on va en parler. Il y a déjà, je voulais faire un petit zoom sur les plantes adaptogènes, donc notamment le Cap Sérénité G+, et le Laurithyrol, qui contiennent des plantes adaptogènes. Une plante adaptogène, c'est quoi? C'est une plante qui va renforcer l'organisme, qui va permettre de s'adapter au stress et qui va lui éviter des conséquences néfastes. Et en fait, elle va avoir plusieurs actions, notamment sur les protéines HSP. Alors, je n'en ai pas parlé. Et encore, je n'ai pas mis toutes les diapos que je voulais mettre, hein. Mais c'est vrai que leur rôle, ça va être de réparer justement les protéines qui sont dénaturées, ça va être de recycler les protéines abîmées, ça va favoriser la synthèse de nouvelles protéines. Ce sont elles aussi qui vont éviter la nécrose dont on a parlé tout à l'heure et qui vont protéger les mitochondries des agressions radicalaires. Donc, on peut aussi activer les HSP en s'exposant, par exemple, à la chaleur, les bains chauds, les saunas, les hammams, etc. Mais en tout cas, les plantes adaptogènes vont avoir aussi une action à ce niveau-là, en plus de leurs actions sur les neurones médiateurs. Dans le Cap Sérénité, vous retrouvez de la rhodiole, qui est entourée de micronutriments qui vont venir au service de la plante, enfin plutôt au service du sportif et de nos systèmes régulateurs, avec notamment les précurseurs de certains neurotransmetteurs, avec aussi les précurseurs du glutathion. On retrouve également du magnésium sous forme de bisglycinate, ce qui est quand même assez rare pour être souligné dans un complément d'adaptogène. Donc la rhodiole en elle-même, elle va avoir une action marquée sur les catécholamines, sur la sérotonine, sur l'axe GABA. Elle empêche la dégradation des neurotransmetteurs, notamment sérotonine, noradrénaline, parce qu'elle va inhiber des enzymes qui s'appellent les monoamines oxydases. Elle augmente les connexions au niveau des neurones, elle diminue le temps de compréhension et de réaction, donc ça c'est hyper intéressant pour le sportif, et elle améliore en plus la précision de l'action. Donc plutôt pas mal. Elle favorise la voie TH1, dont on a vu qu'elle était déséquilibrée tout à l'heure. Elle favorise également la synthèse d'immunoglobulines, dont on a vu tout à l'heure aussi qu'elle pouvait poser problème en cas d'entraînement intensif. Elle baisse les cytokines pro-inflammatoires, en tout cas, elle les ramène à des doses, à un taux physiologique. Elle normalise le cortisol, tout ce que cela implique, etc. Alors, le laurithyrol, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Parce qu'en fait, c'est un produit à la base qui est présenté pour la thyroïde. Et il est justement adapté à cet axe thyroïdien et ça peut être hyper utile chez le sportif pour plusieurs raisons. En fait, alors j'ai pas développé la partie thyroïde, mais on aurait pu aussi. On a de toute façon dans ce produit des plantes qui vont réguler l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Du coup, on va retrouver encore tout ce qu'il faut avec tous les cofacteurs nécessaires au bon fonctionnement de ces deux axes
de ces deux axes. On a aussi une adaptogène, le Schisandra. On a une dopaminergique, le Bacopa, accompagné de tyrosine. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on retrouve quand même chez les mâles alpha et chez les grands sportifs, enfin ceux qui réussissent et qui réussissent en confort, un taux de dopamine et de testostérone qui est un petit peu plus élevé. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport à la dopamine, mais bon, bref. Et puis, je vous ai proposé aussi le cap sommeil. C'est un petit clin d'œil par rapport à cette slide sur la mélatonine et sur le sommeil tout à l'heure. Alors, personnellement, je vous avoue que dans ma pratique, moi, je l'utilise surtout chez le sportif qui est en jet lag parce que en cas de compétition ou autre, quand il y a des fuseaux horaires à traverser, bah, on peut être un petit peu décalé, ou ceux qui sont complètement déréglés pour réhabituer, voilà, revenir à un cycle plus naturel avec des plantes qui sont très intéressantes et un petit peu de mélatonine aussi. Bon, le Myriaflore. Le Myriaflore, il y aurait tellement de choses à dire. C'est un symbiotique, probiotique, prébiotique, avec des éléments aussi qui vont venir travailler directement au niveau de l'intestin, notamment de la glutamine à des doses physiologiques, du collagène. Vous retrouverez aussi des oligoéléments, des vitamines, des minéraux, enfin bref, tout ce que fait l'Orica habituellement, c'est-à-dire beaucoup de cofacteurs qui vont être utiles à nos enzymes. Et donc, pour pouvoir protéger justement l'intestin de ces ischémies-reperfusions et faire un travail de fond à ce niveau-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour l'axe immunitaire, alors là, il y a plusieurs possibilités aussi. Bon, l'active hépato pour le soutien du foie, donc le drainage des endotoxines, la présence d'antioxydants aussi, en plus directement dans ce complément. Une adaptogène aussi, il y a du Schisandra quand même. Et puis voilà, on va vraiment venir soutenir la digestion haute, l'estomac, le foie, et puis le nettoyage au niveau de l'intestin. Et la dernière phase d'élimination aussi qui va se faire au niveau rénal. Il est, je trouve, très bien pensé. Mais bon, bref, après, vous regarderez, vous ferez votre avis. En plus, on peut l'utiliser en sécurité, c'est un bonheur. L'exiflamme, l'exiflamme qui va être aussi hyper intéressant quand il y a des inflammations chroniques qui durent et dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est-à-dire quand on voit qu'on a quelqu'un d'hyper inflammé, je trouve de plus en plus dans ma pratique, alors voilà, c'est vraiment mon petit retour, que c'est intéressant d'aller tabler tout de suite sur l'inflammation. Alors évidemment, on commence déjà à arrêter d'agresser l'organisme pour qu'il arrête de nourrir cette inflammation-là. Et parfois, on sent que l'inflammation est partie en roue libre. Et du coup, en venant tout de suite apaiser l'inflammation, ça permet ensuite au corps d'entendre les messages qu'on lui envoie pour le reste de nos cures, de notre programme, de nos axes. Et donc, l'exiflamme, il est intéressant pour ça parce que là encore, on va retrouver plusieurs plantes avec des enzymes systémiques donc, qui vont agir au niveau de l'inflammation, qui vont réparer les tissus légers. On a du curcuma qui est aussi un excellent détoxicant, hépatoprotecteur, qui va avoir un effet au niveau gastro-intestinal. Le resveratrol aussi, qui est sous sa forme trans et qu'on retrouve dans un autre produit, le Protectum Plus, qui permet d'ailleurs, le resveratrol, le transresveratrol, permet d'augmenter la VO2 max. Donc, ça va optimiser les apports en oxygène. Et en parallèle, c'est un élément qui a une activité antioxydante et vasodilatatrice, donc qui va venir protéger le système cardiovasculaire. Et en fait, son intérêt a été démontré à plusieurs niveaux, au niveau de la récupération, il y a une diminution des blessures, une amélioration de la circulation sanguine et donc de l'apport en oxygène et donc de la VO2 max. Les muscles aussi, il y a une meilleure récupération à ce niveau-là. On limite les hypoglycémies. Enfin bref, c'est un petit peu l'élément, un des éléments clés dans l'accompagnement du sportif. Et puis l'immunospectrum, là, on est vraiment chez des sportifs qui ont plutôt une tendance à l'immunodépression, où on va pouvoir apporter des alkylglycérols qui vont permettre de refaire, entre guillemets, la formulation sanguine, puisqu'on va favoriser la division des cellules souches en faveur des globules rouges et des globules blancs. La vitamine D, qu'on peut aussi apporter seule, hein, bien sûr, puisqu'en fait, la vitamine D, elle est aussi hyper importante chez le sportif, parce qu'elle va favoriser la modulation de l'immunité. Elle va aussi favoriser la santé osseuse, qui est indispensable. Et puis, en fait, la vitamine D, c'est aussi une hormone qui va jouer sur les récepteurs cellulaires et sur les récepteurs nucléaires, et donc sur tous les mécanismes épigénétiques. Et dans le cas du sportif, c'est hyper intéressant parce qu'elle a une influence sur les gènes musculaires, ce qui va favoriser l'anabolisme protéique, donc la prise de masse musculaire, en fait.
Bon, les oméga 3 et le krill, on pourra revenir pourquoi j'ai mis le krill si jamais vous avez des questions à ce sujet. Mais les oméga 3, voilà, on ne les présente plus pour la bonne fonction membranaire, pour la bonne pénétration du glucose dans la cellule et donc la synthèse de glycogène, pour l'inflammation, enfin pour la résoudre en tout cas. Et puis les oméga 3 aussi vont activer les gènes de la lipolyse qui va se produire notamment au niveau du muscle. Donc là, on est encore sur des phénomènes nutrigénomiques, j'ai envie de dire. Vous trouverez aussi un webinaire à ce sujet hein, dans la Doc Lorica. Décidément, il y a pas mal il y a pas mal de choses. Et en tout cas, en fait, ces lipides, ils vont être hyper importants puisqu'une personne qui s'entraîne régulièrement va avoir des métaboliques, des adaptations métaboliques qui vont favoriser la consommation des triglycérides au niveau musculaire. Et l'huile de krill, on pourrait aussi en parler beaucoup. Très rapidement, quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne digère pas bien les graisses ou qui n'a plus de vésicule biliaire, on oublie les oméga 3, on pense à l'huile de krill. Alors là, c'est gros résumé, hein. Et puis les apports d'antioxydants. Alors, là, on va pouvoir les faire intervenir, mais j'ai envie de dire soit en première intention, quand il y a vraiment une charge oxydative qui est trop importante, soit en dernière intention pour venir compenser la surutilisation de l'oxygène de manière ponctuelle. On évite, à mon sens, de supplémenter de manière systématique. On va plutôt le faire au cas par cas. On va plutôt le faire en fonction des signes évocateurs aussi d'un stress oxydatif, donc le vieillissement de la peau, les douleurs articulaires, la fatigue chronique, l'inflammation, enfin bref. Et avant de penser à cette supplémentation, on pourrait dire de stabilisation, on va faire attention à limiter la production de radicaux libres avec tout ce que je vous ai exposé pendant cette conférence. Donc, si on supplémente, on le fait toujours à des doses nutritionnelles. Si on a trop d'antiradicalaires, on inhibe les radicaux libres physiologiques. Si on n'en a pas assez, là aussi c'est problématique. Et l'avantage avec l'Orica, c'est qu'on est toujours sur des doses physiologiques. Donc voilà, ça c'est aussi rassurant pour nous. Et puis enfin, un apport d'acides aminés, de vitamines et de minéraux. On peut penser au collagène, notamment pour les sports de force, pour favoriser la récupération et notamment pour les personnes qui n'ont pas encore réussi à ne pas se surentraîner, parce que les symptômes du surentraînement sont aussi liés à des lésions au niveau des tissus musculaires et des tissus conjonctifs. Et c'est ce qui va générer aussi une inflammation nécessaire à la cicatrisation. Et donc, le collagène va favoriser cette cicatrisation. Il est sous forme d'hydrolysa. Il a tous les cofacteurs nécessaires à l'assimilation du collagène, à son intégration dans la matrice du tissu conjonctif, à son recyclage aussi. Vous avez même du soufre, de la silice. Enfin bref, allez voir les ingrédients. Le magnésium, là, c'est pareil, au top. Plein d'ingrédients hyper intéressants pour notre sportif. On peut l'utiliser même, en fait, juste après l'effort et après l'effort, ou alors en cure continue au besoin, continue. Au besoin, on adapte aux besoins de la personne, enfin, faire une vraie cure, quoi. Et donc là, le magnésium, il participe à pléthore d'activités enzymatiques qui vont être aussi éveillées, enfin ces enzymes qui vont être éveillées par l'effort. On retrouve de la tyrosine pour la dopamine, on retrouve des antioxydants qui vont agir au niveau de la mitochondrie, mais toujours à des doses physiologiques. Et c'est vrai que si le sportif manque de magnésium, là par contre, sa VO2 max diminue, il peut avoir des crampes, il peut moins tolérer la chaleur, il peut moins bien dormir, il peut moins bien se réparer, moins bien gérer le stress, etc. Le fer, alors c'est pareil, on en a parlé un petit peu, surtout faire attention chez les sportifs parce qu'il y a une perte qui est beaucoup plus importante. Allez voir le webcast sur le fer pour savoir quand supplémenter et quels sont justement les facteurs un peu qui doivent nous alerter. Et puis le tonugène, là on est vraiment sur un multivitamine et minéraux qui va servir à revitaliser en cas de fatigue chronique intense, même si on va toujours voir la cause, évidemment. Mais bon, c'était pour vous présenter aussi un petit peu tout ça. Donc en gros, les solutions micronutritionnelles et phyto à adapter à chacun, les voici. On va pas repasser dessus, je viens d'en parler. Et puis, je vais essayer de vous retrouver. Je pense qu'il va falloir que j'arrête le partage, malheureusement, parce que là, je ne vois plus rien. J'ai un bug, toujours. Ah oui, la conclusion, le petit mot de la fin. Bon, j'espère que vous avez compris quand même que finalement, dans le sport, et comme partout ailleurs, finalement,
rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, si l'exercice modéré peut améliorer la résistance de l'organisme, eh bien, l'exercice intensif, lui, peut prédisposer à développer à certains risques, en fait. Et finalement, on se rend compte que c'est pas tant le sport qui pose problème dans la pratique sportive, ça va être les multiples déséquilibres qui vont être à la cause d'une mauvaise neutralisation des radicaux libres, ou même pire, d'une production accrue. Ça va se retrouver à différents niveaux. Je vous rappelle le déséquilibre intestinal, déséquilibre immunitaire, le déséquilibre entre cette charge radicale libre et antioxydant. Et c'est ça qui va générer de la fatigue, des blessures, de la contre-performance, etc. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que derrière ces trois déséquilibres, on a un pilier central qui va être le stress psychophysiologique, qui va être absolument fondamental de prendre en compte dans notre accompagnement pour améliorer la santé du sportif et puis, bien sûr, et pour son plus grand bonheur, sa performance. Et je crois que je n'ai rien oublié dans cette conclusion. Voilà, ça permet de repasser un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble. Et voilà. Alors, je suis désolée, je suis obligée d'arrêter le partage. Ah non, Merci c'est bon, Maëva. c'est bon. Ouais, ça bug un peu, hein. Si vous me voyez Oui, bugger, alors on ne te voit plus à l'écran, mais c'est pas grave, on t'entend, c'est le principal. c'est une catastrophe. Non, non, t'inquiète pas. Merci beaucoup hein, pour la présentation très complète que tu nous as fait. C'était vraiment très bien. Donc là, effectivement, bah, le temps est un peu dépassé. Alors, on va prendre rapidement le temps de répondre à deux, trois questions. Alors, par exemple, j'ai Malika qui demande si le magnésium est-il associé avec la taurine? Oui, en fait, dans le GERMAG, vous avez, j'ai envie de dire, tout ce qu'on attend d'un bon magnésium de base. Vous avez un magnésium qui est sous une forme extra, c'est du bisglycinate bisglycinate et citrate de magnésium. On va avoir tout ce qu'on attend en termes de vitamines du groupe B, de taurine, et en plus, vous avez des acides aminés précurseurs, des neurotransmetteurs, de la vitalité, du bien-être. Il y a de la glycine, de la glutamine, de la citrulline aussi qui va venir agir au niveau des vaisseaux sanguins, les antioxydants, enfin tout un tas de vitamines, de minéraux. C'est hyper complet. Ok, merci. Et puis, allez, une dernière question. Une personne qui demande la différence entre l'oméga 3 sous forme de krill et les autres oméga 3 que l'Orica propose. Oui, alors, hop là, bon, décidément, je vais essayer de retrouver ma slide. Alors, en fait, l'huile de krill va apporter des oméga 3, 6, 9, alors que les huiles de poisson n'apportent que des oméga 3. Par contre, on s'est rendu compte que l'huile de krill augmentait mieux encore le taux d'oméga 3 dans le corps qu'une huile pure oméga 3. Pourquoi? En fait, l'huile de krill, les omégas de l'huile de krill vont être apportés sous forme de phospholipides, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bonne capacité digestive pour les digérer, parce que les oméga 3, bah, il faut qu'on puisse sécréter la bile, il faut qu'on ait une bonne assimilation au niveau intestinal, il faut que la digestion des graisses se fasse bien. L'huile de krill, on s'épargne en fait cette étape-là, parce que la forme de phospholipide va permettre une assimilation directe. Et c'est ce qui permet, a priori, de remonter encore mieux le taux d'oméga 3 et en plus d'apporter les autres acides gras qui sont aussi nécessaires au bon fonctionnement des cellules. Et en plus, dans l'huile de krill, on a un antioxydant naturel qui est un des antioxydants les plus puissants qu'on va retrouver dans la nature, qui est l'astaxanthine. C'est pour ça que vous avez des capsules colorées un petit peu en rouge. Bon, elles ne figurent pas sur la diapo, mais ça donne des capsules un petit peu rouges, le krill. C'est vraiment lié à cet antioxydant et qui vient donc protéger les oméga 3, qui sont des acides gras. Moi, souvent, quand j'en parle à mes consultants, je dis que ce sont des princesses, que ça ne supporte pas grand-chose, c'est très fragile, ça ne supporte pas la chaleur, ça ne supporte pas la lumière, ça ne supporte pas l'air. Et donc, cet antioxydant permet vraiment de les protéger et de bénéficier des oméga 3. Bon. Bah, Voilà. écoutez, merci beaucoup pour ta réponse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, le replay sera bien sûr envoyé la semaine prochaine. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bon, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, à bientôt. Bonne À bientôt, journée. Maëva.